que ce malade-là, il dort toujours. Quelquefois, c'est parce que la dose est très forte. Le patient la douleur a été contrôlée. Parce que quand on a beaucoup de ce médicament-là, si on n'a pas de douleur, on va subir la sédation. Beaucoup de la sédation, c'est-à-dire qu'on devrait diminuer la dose qu'on donne à ces gens-là. Et puis la dépression respiratoire, qui peut tuer si on donne toujours. Si tu vois que ce malade-là dort toujours pour 24 heures et on continue à donner encore, tu peux tuer. C'est là qu'on peut tuer vraiment le malade. Et puis, on doit vraiment gérer ce patient-là. Vraiment, il y a une infirmière qui check toujours. Et puis, on doit toujours checker les signes vitaux. Si tu vois un malade qui a beaucoup de la sédation, quand on donne de la morphine, on doit toujours avoir ce médicament-là qu'on appelle Narcan, naloxone. C'est un antidote pour la morphine. Si on va administrer beaucoup de morphine dans ton étage, on doit toujours avoir ce médicament-là. Parce qu'il travaille vraiment rapide. C'est un antidote pour ça. Ok, la troisième caisse. On a une dame de 68 ans qui vient encore avec le cancer du sein. Comme tu vois, on a beaucoup de cas avec breast cancer parce que c'est l'un des cancers les plus communs ici. Et qui vient avec le breast cancer qui métastase pour les poumons. Cette femme-là vient 2 mois après avoir, comment dit, la dyspnée, shortness of breath. Ok? Les signes vitaux sont normaux, l'examination est très bien, mais la radiographie montre qu'il y a une masse dans le poumon. Et puis tout le CAT scan qu'on a fait est vraiment négatif pour embolie pulmonaire. Quels sont les symptômes de respiratoire quand on a un problème associé avec le cancer? Quels sont les symptômes? Les symptômes communs, c'est vraiment la dyspnée que cette femme-là a présenté avec. On a qu'est-ce que c'est l'hypoxie? Manquement d'oxygène et puis de la tousse. On sait déjà qu'est-ce que c'est la définition de la dyspnée, c'est vraiment qu'on ne peut pas respirer. Il est toujours associé quand on a... Parce que non, tous les gens ici, on respire, mais tu n'as pas de difficulté. Les gens qui ont de la difficulté pour respirer, tu peux voir ça. Ils s'essoufflent toujours. Ok? Et vraiment, il est associé avec de la douleur, de la fatigue, de l'insomnie et de la tousse. Durant l'assessment du malade, et qu'est-ce que le malade a rapporté, on voit le clinical, qu'est-ce qu'on a fait, le clinical assessment. Après 6 minutes qu'on a fait pour le malade, il ne peut pas manger, il a de la tousse. On doit vraiment faire de pulse oxymétrie, on doit checker combien d'oxygène qu'il a dans le sang. Exactement, on doit faire la radiographie. Et puis aussi, on fait quelque chose qu'on appelle le peak flow, qui veut dire c'est la monte, comment on dit ça? Non pas la précision, le peak flow, quand on aussi check l'oxygène. Ça, c'est un rapport avec combien d'oxygène que tu as dans ton sang. Même gens, presque même gens avec le pulse oxymétrique. La saturation d'oxygène. Quelles sont les causes majeures d'un problème de respiratoire? C'est vraiment un petit, je ne peux pas voir ça. Mais je ne sont pas très bonnes. Et les causes le plus souvent, c'est quand on a métastase du poumon, quand on a l'effusion pleurale, et puis quand on a de mucus qu'on ne peut pas
qu'on ne peut pas expecter exactement. Quand on a œdème de pulmonaire et puis pneumonie, quand on a une infection c'est une infection quand on a de pneumonie, secondary treatment, et puis un polypulmonaire, et puis PNA, c'est vraiment pneumonie. C'est une abréviation pour la pneumonie. Et puis, quels sont les effets majeurs encore de respiratoire? On va avoir de congestive heart failure. Comment on dit ça? Décompensation cardiaque. C'est vraiment une urgence qu'on doit, on doit traiter ça. Exact. C'est pour la raison hier, quand on avait fait la présentation, qu'on a dit qu'on peut donner 1 litre dans une dent. C'est à vous, les infirmières, de savoir la condition physique du patient avant de le faire. S'il a problème avec tu ne peux pas donner ça, non, c'est pas. Exactement. Et puis pour le neuromusculaire, on a de la douleur. Splinting, quand on fait ça, c'est ça qu'on appelle, je ne sais pas. Tu peux voir que ce malade-là a de la douleur. Et même s'il n'a pas dit qu'il y a de la douleur. Si tu viens dans cette salle et tu me vois comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on appelle un splinting. Et puis, pour le neuromusculaire, ok, déconditioning, cachexie. Tu sais qu'est-ce que c'est la cachexie quand tu es vraiment... Et puis, on a une generalized weakness. On est vraiment faible et fatigué. Ok, et puis l'autre cause encore, c'est l'anémie, l'anxiété et puis acidose métabolique. Comment traiter le dyspnée qui est associé avec le cancer? Premièrement, on va parler de la toux. Pharmacologiquement, qu'est-ce qu'on fait? On peut donner, qu'est-ce que j'avais dit hier? Quelquefois, si on a de la toux, on peut donner un petit morphine qui peut aider. Bronchodilateur. Quels sont les exemples de bronchodilateurs qu'on a ici? Diurétiques, quelques comme furosémide. Et suppressants comme les médicaments de la toux, les expectorants, antitussifs. De la stéroïde. Laisse-moi dire quelque chose avec ce médicament-là, stéroïdes. On utilise, c'est un médicament clé dans le traitement du cancer, stéroïdes. On utilise toujours. Pourquoi on utilise stéroïdes? C'est un médicament potent. C'est un médicament qui a plusieurs des effets secondaires. Mais on l'utilise toujours, mais on doit savoir l'indication, pourquoi utiliser, quels sont les effets secondaires et tout. Parce que si tu as un problème de respiratoire, quand on donne, spécialement si c'est pour la raison, c'est une raison inflammatoire, le stéroïde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer l'inflammation et puis tu vas respirer un petit peu plus bien. Et puis on peut donner, si c'est pour de la pneumonie, on peut donner des antibiotiques. Et pour la pneumonie peut tuer aussi. Si on ne traite pas la pneumonie, le patient peut être mort. C'est pour ça qu'on a des antibiotiques fortes qu'on donne pour la pneumonie, spécialement pour les gens qui sont très âgés. Pour nous, les jeunes, ce n'est pas un problème. Si tu as une pneumonie, tu manges, et puis on peut faire tout. Mais pour les agents âgés, pour les frêles, pour les malades, spécialement pour les gens qui sont malades, la pneumonie peut tuer. Quand j'ai un malade dans mon étage qui est venu avec la pneumonie qui est de 60, parce que les gens là-bas, ils vivent 80, 90, qui est 60, mais la population que je serve là-bas, c'est toujours 72 et plus. C'est vraiment rare qu'on a les jeunes malades, mais quand il vient avec de la pneumonie, c'est une urgence parce qu'on doit tout faire pour aider ces malades-là. Très important. Non-pharmacologie, les agents qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner de l'oxygène. Toujours, si on ne peut pas respirer, on doit toujours penser à donner de l'oxygène. Et si on n'a pas de l'oxygène, qu'est-ce qu'on va faire?
la position de la... Si je ne peux pas respirer, puis je suis couché là comme ça, qu'est-ce qu'il va avoir? Très important d'une position d'acier. Hein? Suctioning, on va, comme suctionner, si on a beaucoup de mucus et de sécrétion. Paul, avec counseling, ok, parler avec le pursely breathing. Quand on breathe avec les lips fermés. Dr. Etienne, what's pursely breathing? Comment le faire? That's pursely, yes. Ok? Et ça aide quelquefois. Pursely breathing, yes. Et puis, de la physiothérapie et pour le chest, quand on fait la chest PT, c'est ça. Et positionner le malade. Et puis, fans et de ventilateur. Parce que quand on a problème de respirer, s'il est chaud, qu'est-ce qui se passe? Deux personnes vont étouffer. On a besoin d'air quand on ne peut pas respirer. Si c'est possible d'ouvrir la porte, de porter un ventilateur, on doit tout faire pour aider ces gens-là. Mais s'il est chaud, on va empirer la situation. L'autre. On a une troisième case. Maintenant, on a un patient qui est venu avec kyphosis de sarcoma et vraiment, il est venu pour l'anxiété, tu sais, hein? Vraiment anxieux. Après le diagnostic du cancer, qu'est-ce qu'on va faire pour l'anxiété? Parce que les patients qui ont le cancer ont beaucoup souffert d'anxiété. Pourquoi? Premièrement, de la peur. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille, mes enfants? Combien de temps qu'il me reste à vivre? C'est vraiment, c'est comme la douleur. L'anxiété pour un malade, un patient qui a du cancer, c'est vraiment comme la douleur physique. Mais l'anxiété, c'est la douleur psychique. Ok, c'est vraiment une description vague qu'on toujours dit, mais on a de l'appréhension. Si je viens dans cette chambre-là avec de l'anxiété, tu peux voir ça. Tu peux voir que je ne suis pas normale. En Amérique, on dit on pèse, les personnes marchent et ils sont vraiment tourmentés. Tu peux voir ça. Ok, le plus souvent, il est associé avec la dépression. Et qu'est-ce que l'anxiété peut faire? Et on peut donner une augmentation de la douleur. Il peut être interférer avec l'habilité de dormir, manque de sommeil. Ils peuvent causer la nausée et le vomissement. Et il peut interférer avec la qualité de vie. C'est vraiment... on peut pas dire que j'ai ce patient-là, je vais traiter la douleur. Ce n'est pas mon problème de traiter l'anxiété. L'anxiété est aussi importante pour un malade qui a souffert du cancer. Quelles sont les causes? Vraiment, il n'y a pas de cause spécifique, mais on sait. Si on me dit, Gerna, tu as du cancer, malgré j'ai tout connu, mais ce ne sera pas une infirmière. Quand on me dit, ce n'est pas encore une infirmière, je serai une malade alors qu'on dit que tout va changer. Et peut-être plus dur pour moi parce que je sais qu'est-ce qui... Exactement, au contraire, oui. Parce qu'il y a pour nous, l'assessment, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on doit avoir la source, on va demander quelle est la source de l'anxiété. Mais si tu sais que le patient a du cancer, premièrement, quelquefois, ce n'est pas vraiment le cancer. Je suis la personne dans la maison qui apporte, qui a tout fait. C'est moi qui apporte, c'est moi qui prends soin de ma famille. J'ai mes enfants à l'école, j'ai mes enfants à l'université. Je suis la seule, la responsable. Ce n'est pas vraiment le cancer, mais qu'est-ce qui va arriver pour ces gens-là que je vais laisser
C'est vraiment Dieu, c'est vraiment Dieu. OK? On doit vraiment faire de l'assessment de niveau de l'anxiété. Les signes et symptômes can be, les symptômes là peut être énormes, comme on les avait dit. Et peut être vraiment physical, on peut voir ça. Ça peut être émotionnel et ça peut être affecter le cerveau. Et vraiment les behaviors, comme on dit, comment l'entourage, tout l'entourage. This needs extension may be done by the but tu dois savoir toutes ces questions-là, pas vraiment. On doit parler avec le malade, on doit questionner le patient, on doit tout faire pour voir quelle est la cause, parce que si on ne sait pas la vraie cause, on ne peut pas aider. N'assume jamais que tu sais la cause. Et quelquefois, tu ne sais jamais, parce qu'on ne peut pas te dire, parce qu'il y a des choses, c'est à moi de le savoir, c'est à ma famille, je ne peux pas le dire. Traitement pour anxiété pharmacologique et non pharmacologique, on va donner les antidépresseurs. Qui peuvent m'aider? Qui peut m'aider ici? Quand on donne les antidépresseurs, ces médicaments-là travaillent rapidement? Non. Si tu donnes de Xanax, je ne sais pas si tu as Xanax ici, ça peut aider rapidement. Mais si tu donnes les drogues antidépressants, ça prend 6 semaines avant de voir le résultat que tu veux. Antidépressant. C'est pour la raison, exactement. C'est pour la raison, nous les infirmières, tu dois éduquer les malades, tu dois prendre ces pilules. Oh, j'ai pris il n'a rien fait pour moi. Je ne veux pas, je ne le veux pas, je ne le veux pas, je ne veux pas le prendre. Non. Ces médicaments-là, c'est un médicament à long terme qui va mettre le plus